Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur ce nouveau webinaire sur le thème de la promotion de la santé. Tout d'abord, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je tenais également à vous remercier pour cette inscription et pour l'intérêt que vous portez à notre webinaire. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas encore, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn se veut au plus proche de ses assurés, surtout dans ce contexte de crise que nous traversons. C'est pourquoi nous vous proposons un nouveau mode de communication qui est le webinaire, également appelé conférence en ligne. Donc, qui dit nouvelle année dit peut-être bonne résolution. Si vous êtes fumeur ou que vous avez dans votre entourage une personne qui fume, nous allons vous donner aujourd'hui des clés pour diminuer votre consommation, voire arrêter justement de fumer. Donc, pour cela, je donnerai la parole au docteur Briffon, qui propose des consultations d'aide au sevrage tabagique et cannabis au sein du centre hospitalier de Castres, et que je remercie vivement pour son intervention. Donc, il vous présentera le tabac comme facteur de risque du cancer, principalement, mais surtout les moyens qui existent pour vous aider à diminuer ou à arrêter votre consommation. Donc, pendant l'intervention du docteur Briffon, qui durera environ une demi-heure, vos micros seront coupés. Toutefois, vous pourrez poser vos questions et interagir avec nous, et nous vous invitons à le faire directement dans l'onglet « Discussion » du panneau de configuration. À la fin de l'intervention du docteur Briffon, nous répondrons bien sûr à toutes vos questions. Dès lundi, vous pourrez retrouver directement sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'effectivement, le sujet est quand même bien connu de tous, mais il n'en reste pas moins d'actualité. Donc, je laisse maintenant la parole au docteur Briffon. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment dans l'onglet Discussion. À tout à l'heure. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Marie Briffon, je suis médecin au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et je m'occupe de consultations externes pour des patients qui souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation de tabac ou de cannabis ou les deux. Donc, je vais vous présenter ce diaporama qui porte essentiellement sur le tabac et l'arrêt du tabac. Il est évident qu'en une demi-heure, nous ne pouvons pas aborder tous les aspects du tabagisme et du sevrage tabagique. Le tabac, nous aborderons d'abord des notions de statistiques, de chiffres. Nous aborderons ensuite la motivation pour arrêter de fumer, pour arrêter ou pour diminuer la consommation. Un point essentiel, bien entendu, le sevrage tabagique, total ou partiel. Quels sont les outils pour mener ce sevrage? Quels sont les résultats que l'on peut en attendre? Et donc ensuite, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Alors, le tabac en France considère qu'environ 30% de la population adulte fume, 30%, mais 25% de vrais fumeurs qui consomment donc au moins une cigarette par jour. Alors, cette notion de une prise par jour est fondamentale en addictologie, quel que soit le produit. Une personne qui utilise un produit, mais qui ne l'utilise pas de façon quotidienne, aura peut-être un trouble avec le produit, mais certainement pas une addiction dans le sens de dépendance physique. Alors, ce chiffre a baissé il y a encore une vingtaine d'années, on était plutôt autour de 50%, et on se rapproche peu à peu des chiffres dans les autres pays d'Europe de l'Ouest. Alors, sans tabac, près d'un tiers de décès par cancer pourrait être évité, et ce séminaire est axé surtout sur la pathologie cancéreuse en rapport avec le tabac. J'aborderai beaucoup moins, pour des questions de temps, toutes les pathologies vasculaires, c'est-à-dire infarctus du myocarde, du cœur, accidents vasculaires cérébraux, artérite des membres inférieurs, et également, je n'aborderai pas la partie insuffisance respiratoire chronique, qui sont pourtant deux domaines où le tabagisme est un des principaux facteurs de risque. Le tabac est la première cause de décès évitable. Il cause environ 75 000 décès par an, alors, dont 44 000 dus à un cancer. Ce chiffre est en nette augmentation. Alors,
Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que le nombre de fumeurs baissait, mais pour développer une pathologie en rapport avec le tabac et en particulier un cancer, il faut plusieurs dizaines d'années en général. Donc, les personnes qui ont commencé à fumer dans les années 80 et en forte augmentation déclenchent actuellement les pathologies et malheureusement de nombreux décès en rapport avec leur consommation. Sur ces 75 000 décès, les femmes étaient jusqu'alors peu représentées du fait qu'elles ne fumaient que très minoritairement. Comme depuis les années 70-80, la proportion s'inverse et que les femmes fument de plus en plus, elles se retrouvent de plus en plus présentes dans ces chiffres de maladies et de mortalité avec les 30 ou 40 ans de tabagisme depuis les années 80. Dans cette diapositive, nous voyons que le tabac est le principal facteur de risque des cancers et de très loin devant tous les autres. En seconde position, nous voyons l'alcool. Je le détaillerai un peu plus loin sur les types de cancers que cela peut entraîner. Donc, quels sont les cancers en rapport avec le tabagisme? Trois essentiellement. Le cancer du poumon. On considère que 8 personnes sur 10 qui présentent un cancer du poumon ont ce cancer en rapport avec leur consommation tabagique. Certaines études montrent même que c'est plutôt 9 sur 10. Cancer des voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire de la bouche jusqu'à l'œsophage, c'est dans ce domaine-là que le risque est multiplié s'il y a une consommation concomitante de tabac et d'alcool. Troisième point, le cancer de la vessie. Alors pourquoi le cancer de la vessie? Parce que de nombreux produits présents dans la fumée sont inhalés dans le poumon, passent dans le sang, inondent l'organisme, en particulier la nicotine qui a une action au niveau du cerveau. Et petit à petit, ces produits sont éliminés, souvent par voie urinaire. Donc les urines d'un fumeur contiennent de nombreux produits cancérigènes qui, au contact des parois de la vessie, entraînent un cancer de la vessie, donc 35% des cancers de la vessie en rapport avec cette consommation tabagique. Donc, ce tabac est également impliqué dans de nombreux autres cancers. Tout ce que j'ai dit sur ce risque cancérigène est vrai pour le tabac, il est également vrai pour le cannabis, et quelle que soit la façon dont le produit est fumé, tabac ou cannabis. Alors, que contient la fumée? Donc, le tabac, c'est une plante naturelle donc, qui contient en elle-même plusieurs centaines de molécules. Se rajoutent à ça tous les produits issus de l'agriculture, de la culture du tabac, donc des pesticides, des engrais, des insecticides, tous les produits destinés à la conservation du tabac pour un meilleur séchage, plus certains produits comme l'ammoniac qui est par exemple rajouté par les fabricants de tabac pour augmenter la dépendance à la nicotine. Cette dépendance est en partie en rapport avec l'acidité de la fumée. L'ammoniac modifie cette acidité et rend les fumeurs beaucoup plus dépendants. Ensuite, il y a toutes sortes d'autres produits présents dans le tabac. Vous avez la liste sur la diapositive ainsi projetée. Alors, tout cela est vrai donc pour le tabac avant de le consommer, mais une fois que l'on y met le feu et qu'il y a une combustion, ces produits se mélangent entre eux de façon différente, suivant la température, si le fumeur tire ou pas sur la cigarette, suivant si le tabac est sec ou moins sec. Et ces centaines de produits, en se mélangeant, peuvent devenir plusieurs milliers. Et parmi ces milliers, plusieurs centaines sont toxiques et plusieurs dizaines sont cancérigènes. Donc, je vais insister sur 3 produits. La nicotine, je développerai plus en profondeur tout à l'heure. Le monoxyde de carbone et les goudrons. Alors, le monoxyde de carbone, à ne pas confondre avec le gaz carbonique, le monoxyde de carbone n'est présent que quand il y a une combustion, quelle que soit la combustion, et surtout la combustion incomplète, c'est-à-dire si l'ensemble des produits qui brûlent n'arrive pas à une destruction totale. Ce monoxyde de carbone, il a à peu près la même densité que l'air, il diffuse très bien dans les pièces, il n'a aucune odeur, et il est extrêmement toxique. Alors, par exemple, quand il est produit par des appareils de chauffage défectueux, ce qui arrivait souvent dans des salles des fêtes ou des salles de réunion, donc le chauffage ne fonctionnait pas bien, le monoxyde de carbone se répandait dans la pièce, quelques personnes étaient incommodées, mais si personne ne s'apercevait de l'origine
des problèmes, y arriver fréquemment, que l'ensemble des participants perdent connaissance et également puissent décéder. Cela arrive encore de temps en temps en hiver, quand des personnes ferment toutes les issues d'aération d'un appartement et utilisent des poêles à charbon mal réglés ou à fioul mal réglé. Alors, dans le cas du fumeur, bien entendu, il n'y a pas des concentrations toxiques et mortelles, mais le fumeur est en permanence avec du monoxyde de carbone dans l'air expiré et également dans son corps. Alors, en consultation, j'ai un petit appareil très simple et je demande au fumeur de souffler et cet appareil mesure la concentration en monoxyde de carbone dans l'air expiré. Donc, normalement, ce gaz ne doit pas être présent dans le corps, on doit avoir 0. Et les fumeurs, suivant leur consommation, suivant l'heure de leur dernière cigarette, suivant des facteurs individuels, vont avoir un chiffre plus ou moins élevé de monoxyde de carbone. Donc ce gaz est extrêmement toxique au niveau vasculaire et grandement responsable des problèmes cardiaques, artériels, en rapport avec la consommation de tabac. Quand le fumeur arrête de fumer, le monoxyde de carbone disparaît très rapidement, en quelques heures, un jour, et donc le risque cardiaque diminue très rapidement du fait que ce gaz n'est plus présent. Troisième point, une grande partie des autres produits sont rassemblés sous étiquette goudron et s'accumulent dans le corps et sont responsables de la pathologie cancéreuse, d'une partie de la pathologie respiratoire. Ces goudrons sont lents à être éliminés plusieurs mois, plusieurs années, suivant l'ancienneté du tabagisme. Donc la nicotine, que j'ai laissée de côté, bien comprendre que la nicotine est une substance naturelle. Elle est présente dans la feuille de tabac, y compris non cultivée, sauvage. Cette nicotine est une drogue qui donne une dépendance physique extrêmement importante. Et toutefois, donc, j'ai demandé à ce que cette phrase soit écrite en rouge et en gras. Bien comprendre que la nicotine n'est pas cancérigène et qu'elle n'est pas toxique. C'est la fumée qui est toxique. Alors, bien évidemment, la nicotine est toxique si on l'utilise en injectable avec une certaine concentration, mais dans le cadre du tabagisme ou des traitements du sevrage par un substitut nicotinique, il n'y a pas de toxicité due à la nicotine et très peu de contre-indications à l'usage des substituts, nous le verrons ensuite. Donc c'est la fumée qui est toxique, que ce soit de la fumée de tabac, de la fumée de cannabis ou de la fumée, si vous voulez essayer de ou de veine, sera exactement la même toxicité. Donc le risque est lié au nombre de cigarettes, mais surtout à la durée du tabagisme. En clair, il vaut mieux fumer 2 paquets par jour pendant 10 ans que 1 paquet par jour pendant 20 ans. Dans les deux cas, le nombre total de cigarettes fumées sera identique, mais dans le cas où la personne a fumé 1 paquet par jour pendant 20 ans, le risque sera multiplié par 5-10. En clair également, plus on arrête rapidement une consommation tabagique, moins l'impact est important. Donc plutôt penser à arrêter plus qu'à diminuer. Alors, sur le chapitre cancer, pourquoi arrêter de fumer ou diminuer sa consommation si on est atteint d'un cancer? La première raison, c'est pour éviter un second cancer. Heureusement, beaucoup de cancers se traitent et guérissent, mais si la personne continue son intoxication tabagique, rien n'empêche qu'un nouveau cancer apparaîtra dans un organe différent. Deuxième point, favoriser les cicatrisations. C'est vrai pour les personnes atteintes d'un cancer, mais c'est vrai pour tout fumeur. Le tabac empêche les tissus de cicatriser. Donc, si la personne atteinte d'un cancer doit subir une intervention chirurgicale, le fait d'arrêter de fumer favorisera une meilleure cicatrisation. Le sevrage tabagique améliore également l'efficacité de certaines chimiothérapies. Et également, le fait d'arrêter de fumer entraîne une meilleure vascularisation. Le sang arrive mieux aux organes, il se charge plus en oxygène, et donc la personne est plus en forme et plus solide pour supporter des traitements qui ne sont pas toujours faciles à supporter. Le tabagisme passif, donc le tabagisme passif, en fait, c'est les risques du tabagisme pour les personnes qui ne fument pas, mais
qui sont victimes de la fumée de leur entourage. Alors bien évidemment, ce tabagisme est beaucoup moins présent maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, du fait de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il est quand même responsable de plus d'un millier de décès par an. Alors là aussi, il y a un effet retard. Ces personnes-là ont été en grande partie intoxiquées pendant la période où il était tout à fait possible de fumer dans tous les lieux publics. Alors, il y a quand même deux cas particuliers. Un cas particulier donc, sont les enfants. Je vois souvent des parents qui viennent pour arrêter de fumer. Ils me disent qu'ils ne fument pas dans la maison, ou du moins pas quand les enfants sont là. Ils attendent que les gamins soient couchés dans la chambre et les parents fument dans la cuisine à fenêtre ouverte. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la fumée et le monoxyde sont extrêmement se diffusent. Et si on demande aux gamins de 4 ou 5 ans de souffler dans un détecteur de monoxyde, très souvent, on retrouve du monoxyde qui est dû à la fumée de leurs parents. Donc, effectivement, je pense qu'une personne n'est jamais obligée d'arrêter de fumer, mais il serait très important que toutes les personnes qui ont des enfants ne fument pas dans les maisons fermées et dans les véhicules. Deuxième cas particulier, c'est le tabagisme des mères des futures mamans pendant la grossesse. Donc, ce tabagisme est responsable surtout de deux conséquences. D'une part, un accouchement avant terme, donc qui peut être de quelques semaines, et également un bébé à naissance qui aura un poids un peu plus faible que ce qu'il aurait dû avoir. En dehors de ces deux points, le fait de fumer pendant la grossesse ne peut pas entraîner de tares, de maladies chez le nouveau-né, de cancer. Ce point est très important parce que souvent je vois des futures mamans qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, qui sont extrêmement culpabilisées et extrêmement angoissées en imaginant des pathologies qui sont totalement impossibles. Alors, motivation pour arrêter de fumer, il y a autant de motivation que de fumeurs. Ça peut être pour son corps. Alors, beaucoup d'études ont été faites sur les bénéfices de l'arrêt du tabac. Certains bénéfices sont très rapides. Au point de vue respiratoire, par exemple, en 3 semaines, on a un gain très net. Et les personnes qui font du sport, et surtout si c'est du sport en altitude, s'en aperçoivent rapidement. Donc ça peut être pour sa forme physique, pour la santé, donc moins de risque de cancer, moins de risque de problèmes cardiaques. Pour se libérer de la dépendance, je vois aussi beaucoup de fumeurs qui me disent qu'ils en ont assez d'être obligés de regarder le soir s'il leur reste quelques cigarettes pour le lendemain, qui ne font pas certaines activités parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas fumer, et sentent vraiment extrêmement esclaves de ce produit. Meilleure affirmation de soi, pourquoi? Parce que souvent, une personne qui fume et qui est en but à une contrariété, elle fume, souvent elle sort pour fumer maintenant, ça lui prend quelques minutes, donc elle a le temps de se poser un peu et de revenir dans le milieu d'où elle s'était extraite, et le problème est un peu passé. Alors, le fait de fumer n'a pas vraiment d'effet anxiolytique, mais par contre, ça permet de mettre un peu à distance les émotions, donc la personne revient et tout continue normalement. Ceci dit, si la source de la contrariété n'est pas réglée, ben, risque fort de revenir. Et ce qui se passe, c'est que quand le fumeur va arrêter de fumer, il n'aura plus ce moment de pause et il aura tendance à beaucoup plus défendre ses besoins et ses droits. Et souvent, l'entourage, d'ailleurs, lui dit « tu ferais mieux de reprendre le tabac ». Ce n'est pas du tout de l'irritabilité, c'est le fait que le fumer aide à se taire et arrêter de fumer, on s'exprime un peu plus. Économique, bon, c'est évident, hein, avec un paquet de blondes qui dépasse 10 € par paquet, un paquet par jour, on est presque à 4 000 € par an à la fin de l'année. Pour protéger son entourage, je vois beaucoup de personnes qui viennent parce que ce sont leurs enfants, petits-enfants, qui leur demandent d'arrêter de fumer. Alors, comment arrêter? Donc, il y a différentes dépendances, une dépendance physique, une dépendance psychologique et une dépendance comportementale. Ces 3 dépendances quasiment présentes chez chaque fumeur. J'ai choisi de parler en premier de la dépendance physique et c'est surtout ce point que je développerai parce que si un fumeur présente une dépendance physique, ce qui est le cas de près de 80% d'entre eux, arrêter de fumer sans traiter cette dépendance sera très compliqué avec beaucoup d'effets secondaires. Alors comment on la mesure? Vous prenez une période où vous fumez normalement, sans contrainte et sans tentative pour diminuer, et vous comptez combien vous fumez de cigarettes par jour.
Donc moins de 10, 0, jusqu'à plus de 30, 3 points. Vous regardez également à quel moment vous fumez la première cigarette le matin quand vous vous levez, et plus on la fume rapidement, plus il y a de points. Donc si on additionne les réponses à ces deux questions, vous allez avoir un score entre 0 et 6. Si vous avez 1, vous n'avez quasiment pas de dépendance physique. C'est-à-dire que si vous pouviez fumer les mêmes cigarettes avec le même goût sans nicotine, bon, ce qui n'est pas possible, mais imaginons, vous ne verriez aucune différence. Par contre, plus on augmente, plus le fumeur s'apercevrait de la différence et aurait besoin de nicotine. Donc, je vous laisse faire vos calculs et c'est vraiment la base du sevrage. La dépendance comportementale, donc, fait de fumer dans certaines situations, et c'est très classique. On prend un café, on prend une cigarette, quel que soit l'état émotionnel que l'on a quand on prend le café. Ça peut être quand on monte dans la voiture, quand on se met devant la télé, quand on prend le téléphone. Alors, cette dépendance comportementale, on l'aborde surtout dans les consultations de suivi du sevrage. Et la dépendance psychologique, c'est le fait d'avoir besoin de fumer pour gérer certaines émotions. On voit des personnes qui arrivent à arrêter de fumer, ça se passe assez bien, et puis elles ont un petit ennui, une lettre recommandée, une petite dispute, et immédiatement, elles auront tout d'un coup besoin de cigarettes pour faire baisser leur niveau de pression. Donc cette dépendance psychologique, nous abordons également dans les consultations de suivi de sevrage qui se déroulent sur plusieurs mois. Donc sevrage tabac. Sevrage tabac, je vais vous détailler deux volets. Un volet arrêt total et un arrêt diminution. Donc, ce que je vais dire est vrai uniquement pour les personnes qui présentent une dépendance physique. Pour les personnes qui ont 0 ou 1 au test de Fagerström ne passeront pas par ce circuit. Donc, vous avez décidé d'arrêter de fumer, vous avez une dépendance physique. Je vais vous demander de choisir une date pour arrêter et de poser sur votre peau un patch à base de nicotine la veille au soir du jour prévu pour l'arrêt. Alors pourquoi la veille? Parce que le patch met à peu près 3 heures pour agir. Donc si le jour du sevrage, vous vous réveillez à 7 heures, vous mettez le patch à 7 heures et vous ne fumez pas, le patch ne commencera à vous aider qu'à 10 heures. Donc déjà les 3 premières heures, vous commencerez à être mal. Donc vous mettez le patch la veille, le lendemain matin, vous ne fumez pas. Et par contre, quand vous avez très envie de fumer, vous pouvez utiliser des comprimés en sucé de nicotine, des chewing-gums de nicotine, ou la vapoteuse, ou les deux, ou les trois. Tout peut être utilisé. Et donc, normalement, je revois le fumeur au bout des 2 ou 3 premiers jours. Alors, bien entendu, le patch doit être gardé 24 heures sur 24 et changé tous les jours. Et je vois le fumeur au bout de 2-3 jours et on fait le point pour la poursuite de la démarche. Partiel. Beaucoup de fumeurs se sentent prêts à modifier leur consommation, mais ne se sentent pas capables d'arrêter d'un coup. Donc à ce moment-là, s'il y a une dépendance physique, on peut tout à fait utiliser des patchs de la même manière. Simplement, avec le patch, la personne peut tout à fait fumer quelques cigarettes quotidiennes. Alors quelques, je ne donne pas de nombre, pardon. Je revois le fumeur au bout de 2-3 jours, je lui demande de noter chaque jour sa consommation et en fonction des résultats, on va adapter le traitement par patch. Donc, dans ce cas aussi, le fumeur peut tout à fait utiliser des comprimés de nicotine, des chewing-gums de nicotine et la vapoteuse avec ou sans nicotine. Donc, cette notion est vraiment fondamentale parce que beaucoup de personnes pensent que fumer avec un patch est dangereux, qu'elles vont s'effondrer immédiatement avec une crise cardiaque. Malheureusement, il existe encore certains professionnels de santé qui donnent ce message. C'est totalement faux. Il n'y a pas d'overdose, de surdosage en nicotine. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous fumez trop avec un patch et avec des comprimés? Vous ressentirez des maux de tête et des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui tapera un peu plus vite. Ceci n'est absolument pas grave, ce n'est pas utile de se déplacer aux urgences. C'est un début d'excès de nicotine, mais qui n'a strictement aucune importance. L'idéal est de se faire aider par le maximum de moyens possibles en même temps. Donc sur temps, l'idéal c'est déjà de vous adresser à votre médecin généraliste ou spécialiste parce que c'est lui qui vous connaît le mieux. Si certains médecins n'ont pas été informés pendant leurs études, à ce moment-là, ils peuvent tout à fait vous conseiller une autre structure ou un collègue mieux formé.
Donc, votre pharmacien peut vous conseiller. Le réseau Azalée, donc, c'est un réseau d'infirmières libérales qui interviennent dans les cabinets des médecins généralistes en charge de problèmes comme le diabète, la surcharge pondérale et le tabagisme. Elles sont particulièrement bien formées pour accompagner les fumeurs. Elles peuvent prescrire des patchs, on en parlera tout à l'heure. Donc, bien entendu, les consultations externes dans les centres hospitaliers d'Albi et de Castres. L'association Addiction France, alors qui s'appelait jusqu'à il y a peu de temps ANPA, est une structure qui s'occupe de tous les problèmes d'addiction et qui a plusieurs points d'accueil sur Tarn. La Ligue contre le cancer, le centre d'examen de santé que Mme Santoul va vous détailler tout à l'heure. Et je précise bien que cette liste n'est peut-être pas exhaustive et que nous avons peut-être oublié certaines structures. Donc je laisse la parole à Mme Santoul pour parler des centres d'examen de santé sur Tarn. Tout à fait, merci docteur. Donc on peut passer à la slide concernant le centre d'examen de santé. Donc effectivement, donc l'assurance maladie du Tarn propose donc au sein de son centre d'examen de santé, communément appelé le CES, donc plusieurs points pour parler de votre santé. Donc il y a d'abord un accompagnement dans la prise en charge du diabète de type 2. Donc c'est un accompagnement qui est personnalisé et qui peut être également collectif. Il y a également l'examen de prévention en santé, où là, effectivement, ce sont des professionnels de santé qui font des bilans. Ça peut être un bilan sanguin, un bilan au niveau oculaire, hein, ça peut être un bilan au niveau également de tout ce qui est tabac, alimentation. Voilà, donc ce sont plusieurs types d'examens, un check-up en fait qui est proposé gratuitement au centre d'examen de santé. Et donc également, il y a une nouvelle un nouveau projet qui est développé par la Caisse d'assurance maladie du Tarn, qui est tabac ici commencer à arrêter. Donc le mois de novembre est le mois en fait sans tabac, où les personnes essaient de diminuer et où plusieurs actions plusieurs focus sont faits sur l'arrêt du tabac. Donc après le mois sans tabac, le centre d'examen de santé prolonge l'accompagnement des assurés qui souhaitent arrêter ou diminuer leur consommation, et donc elle propose gratuitement des consultations individuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être proposé si vous souhaitez diminuer votre consommation, voire arrêter. Donc sur la diapositive qui est en ligne, vous pouvez voir les coordonnées donc, du centre d'examen de santé. Il y en a 2 sur le Tarn, un sur Albi et un sur Castres. Et vous avez également l'adresse mail, l'adresse postale et le numéro de téléphone si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires. Voilà, donc je laisse la parole au docteur Griffon. Merci. D'autres outils sur le territoire national, donc l'application Tabac Info Service, qui présente toutes sortes de petits ateliers pour arrêter de fumer, et une ligne téléphonique, le 39 89, qui peut être utilisée pour être en contact plus quotidiennement avec des conseillers tabacologues. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des substituts nicotiniques. Que sont les substituts nicotiniques? Dans les patchs ou timbres, donc c'est un morceau de plastique imbibé de nicotine qui colle sur la peau et qui diffuse la nicotine à travers la peau. Il n'y a pas de contre-indication. Normalement, on ne doit pas l'utiliser pour des personnes en dessous de 15 ans. Et la seule contre-indication, en fait, c'est une allergie vraie à la colle. Alors, quand vous sortez le patch, souvent la peau est rouge, gratte un tout petit peu. Ce n'est pas une allergie, c'est une réaction assez normale. Mais pour ne pas abîmer la peau toujours au même endroit, il est conseillé de ne pas mettre le patch au même endroit et vous pouvez le mettre n'importe où sur le corps. Quand il y a une allergie, par contre, il y a des boutons autour, un gonflement qui gratte énormément. À ce moment-là, rien de grave, mais il faudra changer de marque de patch. Et malheureusement, certaines personnes sont allergiques à toutes les marques. En dehors de cela, il n'y a pas de contre-indication. Donc les patchs, on les met 24 heures sur 24 sur une peau bien sèche, parce que si la peau est un peu humide, ils ne tiennent pas. Normalement, une fois que le patch est mis en place, on peut se doucher, se baigner, transpirer. Il est censé ne pas tomber. En fait, ça dépend des lots de patch et des personnes. Les gommes à mâcher, donc des chewing-gums à base de nicotine, il y a uniquement de la nicotine, plusieurs dosages. Il ne faut pas les mâcher comme un chewing-gum normal parce que c'est très désagréable. Il faut mâcher 2-3 coups, laisser fondre dans la bouche. Au bout de quelques temps, remâcher 2-3 coups, ainsi de suite. Des comprimés à sucer, des pastilles à sucer, également un spray buccal qui donne un flash de nicotine. Alors, ces produits sont en vente dans les pharmacies. Ils sont remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles, pris en charge également pour les personnes bénéficiaires de la CSS.
Par contre, pour qu'il y ait remboursement et prise en charge, il faut qu'il y ait une prescription, donc par votre médecin, mais également par des infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes ou dentistes. Donc, contre-indiqué moins de 15 ans, je l'ai dit. Okay. Autre contre-indication pour les comprimés et chewing-gum, c'est les personnes qui ont eu un ulcère à l'estomac récent, c'est-à-dire depuis moins de 6 mois. Donc, les comprimés ne peuvent pas donner un ulcère, mais une personne qui vient d'en avoir un, l'ulcère peut être réveillé par les comprimés de nicotine, donc on doit attendre un certain temps avant de les utiliser. Recommander chez femmes enceintes, c'est fondamental, d'autant plus que depuis peu, sur les boîtes de patch figure le logo rouge contre-indiqué en cas de grossesse. Ce logo est un véritable scandale. Mes collègues tabacologues et moi, nous ne comprenons pas pourquoi ce logo figure sur ces boîtes. Donc, n'en tenez pas compte. Autant les patchs que les comprimés peuvent être utilisés en cas de grossesse. Ils peuvent être également utilisés s'il y a des problèmes cardiaques, si la personne est très âgée ou s'il y a d'autres pathologies. Donc, remboursé, oui, donc dispense d'avance de frais avec une carte vitale ou une CSS. Alors, par contre, tous les conditionnements ne sont pas remboursables. Parfois, il y a des boîtes de 28 qui le sont, des boîtes de 7 qui ne le sont pas. Donc, bien se renseigner pour que l'on vous prescrive un produit remboursable. Donc, toujours pour traiter la dépendance physique d'autres produits, le Ziban, qui est un vieux médicament qui est efficace, mais qui présente de nombreux effets secondaires gênants, de nombreuses contre-indications. Il est peu utilisé actuellement, mais il existe toujours, uniquement sur prescription et sur une durée de 2 mois. Il n'est pas remboursé, il est assez cher, entre 100 et 120 € par mois. Le Champix, donc une seule contre-indication, donc grossesse. Alors, le Champix a été accusé de donner des suicides, donc il a été mis sous surveillance pendant un moment. Là, il y a un recul de plus d'une quinzaine d'années, avec de nombreuses études. Donc, le Champix ne donne pas de suicide. Par contre, il donne souvent des nausées en début de traitement. Et il est fortement conseillé de prendre les comprimés pendant les repas. Donc, il est remboursé donc, par assurance maladie, sur prescription, uniquement de médecins. Et on ne peut pas utiliser plus de 6 mois. Donc le Champix et le Ziban sont des produits utilisés pour un sevrage total, pas pour une réduction à long terme. En pratique, l'important donc est de fixer une date, si possible de le dire à son entourage pour ne pas qu'il vous tente involontairement, se débarrasser des cigarettes. Or, certaines personnes sont inquiètes à l'idée de ne plus avoir de cigarettes, donc je comprends qu'elles s'en gardent 2 ou 3 pour se rassurer, mais s'il y a des paquets partout, des cartouches partout dans la maison, ce n'est pas le moment pour arrêter de fumer. Alors, ne pas déplacer la dépendance, alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps de parler des co-addictions, c'est-à-dire plusieurs addictions en même temps ou de façon successive. Donc, ce sera peut-être pour notre séminaire. Donc, dans les premiers temps, éviter les lieux fumeurs et bien se souvenir que l'envie de fumer, parfois très intense, mais souvent courte, 2 à 5 minutes, et elle passe d'autant plus vite que l'on est occupé à ce moment-là. Alors, faire du sport pour évacuer le stress, mais également arrêter de fumer, c'est le moment pour débuter, quelle que soit n'importe quelle activité qui puisse être une source de plaisir, éventuellement qui vous passionne, que ce soit sportif ou non sportif. Alors, les résultats, on peut arrêter de fumer seul, beaucoup de personnes y arrivent, heureusement. Les résultats sont souvent faibles, autour de 10%. Quand le fumeur bénéficie d'un accompagnement efficace, ce pourcentage monte à 30%. Alors 30%, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Pas beaucoup, on peut se dire, oui, mais j'ai beaucoup de chances de rechute, mais oui, c'est vrai, il vaut mieux le savoir. Mais même si le fumeur ne réussit pas et se met à refumer, il est important de tenir compte des problèmes ressentis pendant le sevrage, de comprendre pourquoi le sevrage n'a pas marché et de réessayer quelque temps après. Et en tentant 2, 3, 4 fois, là, le pourcentage de réussite augmente. Il est tout à fait possible d'arrêter de fumer. D'ailleurs, en France, actuellement, dans la population adulte, il y a plus d'anciens fumeurs que de fumeurs. Donc, s'arrêter de fumer est toujours bénéfique. De nombreuses études l'ont montré, en particulier sur des fumeurs qui arrêtent leur consommation à l'âge de 55 ans. On considère qu'en quelques années, il n'y a pas de surrisque cardiaque. Au point de vue pulmonaire, c'est un peu plus haut, mais le risque de développer une insuffisance respiratoire ou un cancer ou un infarctus diminue considérablement, quelle que soit la durée de tabagisme. Voilà, donc le message que je voulais vous faire passer surtout, c'était arrêter de fumer, c'est possible.
Le seul échec, en fait, c'est de ne pas essayer. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Donc, nous allons maintenant répondre à vos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de les poser pendant l'intervention du docteur Briffon, il n'est pas trop tard. Donc, pour rappel, vous pouvez le faire dans l'onglet Discussion du panneau de configuration. Donc, nous avons une première question d'une personne qui nous dit ne pas avoir de médecin traitant et qui nous demande comment elle peut obtenir les traitements, les substituts nicotiniques et comment se les faire rembourser. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, du coup, docteur? Oui, donc les obtenir, ils sont en vente libre en pharmacie, donc il n'y a aucun problème. Par contre, pour le remboursement, il est important qu'il soit prescrit donc, par un médecin, soit un médecin traitant ou un autre médecin, dans un centre hospitalier ou à France Addiction, ou une infirmière libérale, ou un kiné, un dentiste, une sage-femme. Il y a de nombreux professionnels de santé qui peuvent les prescrire, pas uniquement le médecin traitant. Tout à fait. Alors, nous avons une autre question d'une personne qui nous dit être bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, donc la CSS, et elle nous demande si elle doit faire l'avance des frais justement pour obtenir ces substituts nicotiniques. Alors non, les personnes dont bénéficient de la SACES se présentent à la pharmacie avec leur carte vitale et leur ordonnance, et ils n'ont pas besoin de faire d'avance de frais. Tout à fait. Il n'y a aucune avance de frais. Voilà, il vous suffit de présenter votre carte vitale à jour, effectivement, une ordonnance, et il n'y a pas d'avance de frais à faire. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'elle ne fume que 3 à 4 cigarettes par jour. Est-ce qu'elle demande s'il est utile d'arrêter ces cigarettes finalement plaisir? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, le tabac, à la différence d'autres produits, pour certains produits, on sait qu'en dessous d'un certain seuil, même si on les utilise, il n'y a pas de toxicité. Pour le tabac, on sait que la toxicité commence dès qu'il y a une cigarette par jour. Alors, bien évidemment, c'est beaucoup moins toxique à 3-4 cigarettes quotidiennes qu'à un paquet par jour. Mais cette personne-là, donc, si elle n'en fume que 3 ou 4, c'est très certainement qu'elle n'a pas de dépendance physique, elle doit avoir un score très faible au test. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce qui se passe si elle essaye de ne pas fumer pendant un jour ou pendant 3 jours? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et en fait, à quoi lui servent ces 3 ou 4 cigarettes, quoi. Donc, certainement pas pour une supplémentation en nicotine, elles ont un autre rôle, peut-être rituel ou psychologique, et c'est ça qui m'intéresserait. Donc, effectivement, il faut peut-être essayer. Alors, donc, il y a une personne qui nous dit, donc, par rapport une personne qui a arrêté la cigarette en fait 3 fois, dont une fois plus de 8 ans. Elle demande, je souhaite arrêter à nouveau, quel qu'en soit le prix. La cigarette électronique est-elle à privilégier? Est-ce que ça peut faire partie des outils, effectivement, la cigarette électronique? Je n'en ai pas trop parlé, donc la cigarette électronique, il y a un rôle comportemental, rituel, hein, c'est le fait de mettre la cigarette à la bouche, d'aspirer, de recracher l'air. Et dans la cigarette électronique, on peut utiliser un liquide avec ou sans nicotine. Donc si la personne choisit sans nicotine, ben, ça a uniquement un rôle comportemental. Par contre, s'il y a un besoin de nicotine, s'il y a une dépendance physique pour la nicotine, il est fortement conseillé donc de mettre un liquide chargé en nicotine dans la vapoteuse. Les concentrations vont donc de 0 à 16 à 18 mg suivant les marques. Les cigarettes électroniques, je vous conseille fortement de les acheter dans une boutique spécialisée. Toutes celles et tous les produits qui sont vendus en boutique sont conformes et totalement en sécurité. Alors, quelle dose de nicotine? Ben, c'est à voir. De toute façon, il vaut mieux être plutôt surdosé et diminuer ensuite doucement. Ce qu'il faut savoir sur la cigarette électronique, en fait, ça dépend aussi du test de dépendance de tout à l'heure et de la quantité de cigarettes fumées. La nicotine de la cigarette électronique, elle diffuse pas très bien, beaucoup moins bien que la cigarette de la fumée. Et s'il y a peu de dépendance physique, la cigarette électronique avec nicotine peut suffire. S'il y a une forte dépendance physique, souvent ça ne suffit pas. Et il vaut mieux mettre un patch, 2 patchs, plus la cigarette électronique. Alors, le nombre de patchs, quand je dis 1 ou 2, on peut même en mettre 3, il n'y a pas de limite, mais ça, c'est dans le cadre d'un accompagnement médical. Si vous essayez tout seul, voilà, il n'y a pas de danger, mais si vous mettez trop de patchs, vous allez avoir des nausées, des palpitations, ce ne sera pas agréable du tout. C'est assez compliqué à avoir un bon dosage. Donc pour cette personne-là, cigarette électronique, oui, mais est-ce que ce sera suffisant? Ce n'est pas sûr. Très bien.
Alors, donc, on a un participant qui nous dit qu'il était possible, qu'il avait compris qu'il était possible de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans le souffle. Est-ce qu'il est possible de mesurer le taux de goudron d'un individu et de mesurer les dégâts du tabac sur les poumons déjà créés? Alors, mesurer les goudrons dans le souffle, non, il n'y a pas d'appareil qui permette de les mesurer. On ne sait pas non plus les quantifier dans le corps humain. Par contre, pour explorer la fonction respiratoire, oui, on peut tout à fait faire ça. Alors, surtout pas par une radio. Une radio du poumon, en fait, ne détecte pas grand-chose dans le cadre du tabagisme. L'important est de faire une exploration fonctionnelle respiratoire, c'est-à-dire un examen où on vous demande de souffler dans un appareil de différentes manières pour voir comment fonctionne réellement votre poumon. Donc, cela est fait par les pneumologues libéraux ou hospitaliers, et il faut demander à votre médecin traitant de faire un point avec lui et de vous conseiller un collègue pneumologue. Alors, nous avons une autre participante qui nous indique qu'elle doit se faire opérer donc, le mois prochain ou dans 2 mois. Elle demande si elle doit reporter, sachant qu'elle n'a pas encore commencé le sevrage. Elle aimerait arrêter de fumer et voilà, elle se demande si elle doit reporter cette opération, sachant qu'elle n'a pas commencé encore son sevrage. Alors, ça dépend un peu de l'opération. Il y a des opérations qu'il vaut mieux ne pas reporter. S'il n'y a rien d'urgent à cette intervention, c'est peut-être bien d'arrêter de fumer d'abord. L'idéal, c'est d'arrêter de fumer au moins 3 semaines avant l'intervention. Alors, 3 semaines, pourquoi? Parce que parfois, dans les 3 premières semaines de sevrage, les personnes toussent un peu plus, crachent un peu plus, parce que le poumon se nettoie en quelque sorte. Et si cette période de toux un peu plus importante se produit juste après l'intervention, ça risque de ne pas être très agréable au niveau cicatrice et confort. Donc, l'idéal est effectivement d'arrêter 3 semaines, un mois avant. Autre possibilité, c'est de n'arrêter que le jour d'entrée à l'hôpital. Et donc, s'il y a une dépendance physique, je conseille fort à cette personne de mettre un patch nicotinique ou deux, demandant conseil à son médecin ou pharmacien, dès qu'elle rentrera à l'hôpital, en essayant de ne pas fumer à ce moment-là, et surtout de garder les patchs pendant la phase d'intervention, la phase post-opératoire, parce que les fumeurs qui se trouvent en état de sevrage obligatoire après une intervention ont un seuil de la douleur augmenté, hein, c'est-à-dire qu'ils ressentent beaucoup plus la douleur. S'ils sont substitués avec des patchs, ils retrouvent une perception de la douleur normale. Oui, donc elle nous précise qu'effectivement, elle fume 10 cigarettes par jour. Elle aimerait diminuer sa consommation et en a vraiment la volonté. Elle craint effectivement que des patchs à 14 mg soient un peu trop surdosés. Donc, comme vous l'avez dit, docteur, il vaut mieux qu'elle consulte peut-être un professionnel de santé comme on a listé pour voir effectivement quel dosage est le mieux adapté en fonction de sa dépendance, de ses habitudes, etc. C'est un Oui. professionnel de santé qui pourra effectivement déterminer le dosage qui est le plus adapté. Oui, tout à fait. Mais en sachant qu'il y a les risques, il y a beaucoup plus de risques de sous-dosage que de surdosage, hein. C'est-à-dire surdosage, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, nausée en maux de tête. Par contre, sous-dosage, la personne risque de mettre un patch, de ne pas avoir suffisamment de nicotine, d'avoir très envie de fumer, de se dire que tout compte fait, le patch ne lui sert à rien. Donc un patch à 14 mg, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, il y a des différents patchs, 7, 14, 21 mg. 14 mg, c'est vraiment peu, quoi. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait un surdosage avec un patch à 14 mg. Très bien. Donc, on a donc un autre inscrit qui nous dit qui demande quels sont les premiers signes d'alerte en fait présageant un problème au poumon ou un problème à la gorge. Qu'est-ce qui doit alerter un fumeur justement au niveau en termes de signes d'éléments voilà, physiques ou autres. Qu'est-ce qui doit alerter le fumeur justement en termes de symptômes? Le premier stade, en particulier au niveau respiratoire, c'est surtout une toux qui devient quotidienne, en particulier le matin avec une toux crasse, des crachats. Ensuite, il peut y avoir une diminution des capacités respiratoires. La personne, tant qu'elle ne fait pas grand-chose, elle ne s'en aperçoit pas, mais si elle monte 3 étages, elle va arriver essoufflée au 3e étage, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc, perte de souffle. Si on va vers des pathologies plus graves, s'il y a des crachats avec du sang dans les crachats, c'est un signe d'alerte très important. Côté cardiovasculaire, il s'agit surtout des risques d'infarctus du myocarde, donc de douleurs dans la poitrine, irradiées dans les bras ou dans la mâchoire. Et au niveau artère des jambes aussi, hein, ce sont des personnes qui peuvent marcher sans douleur, mais au bout d'une certaine distance, toujours la même, commencent à avoir des crampes
dans une jambe ou dans les deux, sont obligés de s'arrêter, se reposent quelques minutes et à nouveau repartent sans problème, mais au bout de la même distance, sont obligés à nouveau de s'arrêter, ce qu'on appelle de l'artérite des membres inférieurs. Et est-ce que ces signes apparaissent principalement avec l'âge, si je puis dire, ou pas du tout? Ou même une personne jeune peut commencer à avoir ce type de symptômes? Alors, chez les non-fumeurs, ces signes peuvent malheureusement arriver. Chez les fumeurs, effectivement, c'est au bout d'une trentaine d'années d'utilisation, en général, donc autour de 50 ans. En sachant que si une fumée est très chargée en goudron et en monoxyde, donc comment on sait qu'elle est chargée? Bien souvent quand c'est du tabac ou un produit qui brûle mal. Donc le tabac roulé en particulier brûle mal, produit une fumée beaucoup plus lourde et beaucoup plus toxique. Le cannabis également, hein, les joints de cannabis, ça ne brûle pas très bien, ça fait une fumée très épaisse. Donc les personnes qui utilisent du tabac roulé ou beaucoup de cannabis auront ces pathologies plus tôt que les fumeurs qui utilisent des cigarettes industrielles, donc plutôt autour d'une vingtaine d'années d'utilisation. Entendu. Alors, nous avons une autre question. Combien dure la sensation de manque? Alors, souvent quelques minutes, 2 à 5 minutes, très intenses, très dures, surtout les premiers jours du sevrage, et encore plus s'il n'y a pas de substitution nicotinique. Et ensuite, ces crises de manque ponctuelles sont fréquentes bien sûr plusieurs fois dans la journée. Puis, au fur et à mesure que le sevrage avance, si la personne ne refume pas, elles vont être moins fortes, moins longues, moins nombreuses. Et on considère 3 semaines, pas pour qu'elles disparaissent totalement, mais pour que le fumeur retrouve une vie à peu près normale. Alors, elles peuvent être présentes longtemps après, plusieurs mois, plusieurs années après, mais là, c'est autre chose. C'est uniquement dans des circonstances particulières, festives ou émotionnelles. Ça n'a rien à voir avec les manques physiques du début du sevrage. Alors justement, effectivement, il y a une personne qui nous dit donc, que faire au moment où on a vraiment envie de fumer. Donc effectivement, vous aviez évoqué les chewing-gums, les gommes à mâcher, effectivement, qui peuvent être utilisées. Là, il y a la personne qui demande que pensez-vous de l'homéopathie, notamment pour tout ce qui est envie de grignoter, anxiété, pour gérer justement ces à côté, pour compenser en fait l'envie de fumer. Elle demande au niveau de l'homéopathie, que pouvez-vous nous en dire? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'homéopathie, donc je ne peux pas vous dire quel produit homéopathique réellement prendre. Par contre, sur le principe, je suis tout à fait favorable. L'utilisation de l'homéopathie peut aider à gérer les crises et à gérer d'autres problèmes rencontrés pendant le sevrage. Donc oui, si vous êtes aidé par un bon homéopathe compétent, c'est une aide complémentaire. J'insiste à nouveau, en arrêtant de fumer, il vaut mieux cumuler plusieurs aides différentes plutôt que de façon successive. Prendre un traitement homéopathique n'empêche pas de faire une séance d'hypnose ou de prendre des substituts nicotiniques. Merci. Donc, nous avons également une personne qui nous indique que l'arrêt du tabac rime souvent avec problème de constipation, de problèmes au niveau digestif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez des conseils à nous communiquer? Alors tout à fait, le tabac, la nicotine, c'est un accélérateur du transit. Donc souvent les gens le matin fument une cigarette et ils vont aux toilettes ensuite. En arrêtant de fumer, il n'y a pas cet effet accélérateur. Alors déjà, l'utilisation de comprimés de nicotine aide un peu. Ensuite, il va falloir modifier son alimentation dans les premiers jours si on a ce souci de constipation. Donc prendre beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de fibres, donc de légumes, de fruits. Ça ne veut pas dire se mettre au régime hypocalorique, mais en tout cas augmenter la ration de fibres et d'eau. Les autres effets secondaires au début, on n'en a pas trop parlé, c'est surtout les troubles du sommeil qui durent une dizaine de jours avec un sommeil très superficiel, des rêves, de nombreux cauchemars. Alors, souvent les fumeurs accusent les patchs, non, que l'on utilise des patchs, du Champix ou rien du tout, les troubles du sommeil sont très fréquents. Mais ça passe tout seul et il est exceptionnel de devoir prescrire un somnifère. Oui, donc on se rend compte qu'effectivement, le tabac a des effets vraiment partout sur le corps. Il y a des effets, effectivement, comme vous l'avez dit, pulmonaires, etc. Mais ça joue aussi au niveau du transit, ça joue au niveau vraiment, voilà, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, vraiment de notre corps. Donc c'est vrai que ça, enfin, il ne faut pas limiter effectivement les effets que peut avoir le tabac. Alors, Les nous avons une principes, personne. les Oui. principaux arrêts, c'est le manque, on en a un peu parlé, la constipation, les troubles du sommeil, l'irritabilité,
la tendance à grignoter. Alors oui, un point particulier aussi, il y a certaines personnes qui n'ont pas de troubles psychologiques, pas d'antécédents de dépression, qui arrêtent de fumer, qui arrivent assez bien. Et au bout de quelques jours, ils sont un peu tristes. Au bout de 15 jours, ils ne vont pas bien du tout. Au bout de 3 semaines, ils pleurent tout le temps et ils développent une réelle dépression. Donc c'est rare, c'est quelques pourcents. Mais quand je les vois vraiment en direct dans le cadre d'un suivi, souvent ils arrêtent le sevrage, ils reprennent le tabac, ils vont mieux de suite. Donc si vraiment c'est aussi intense que ça, je demande qu'il y ait vraiment un accompagnement médical particulier. Alors effectivement, ça reboucle avec une intervention d'une participante qui nous dit prendre déjà, être sous l'exomil puisqu'elle elle a des soucis familiaux. Elle appréhende en fait justement de devoir augmenter ce dosage pour passer le cap d'arrêter de fumer. Donc comme vous le disiez, là le mieux c'est qu'effectivement elle se fasse accompagner par un professionnel de santé de façon à ce qu'il voit effectivement la nécessité d'adapter en fait finalement cet accompagnement médicamenteux. Oui, tout à fait. Il vaut mieux qu'elle voit avec son prescripteur. Est-ce qu'il faut poursuivre l'exomil ou prendre un autre type de traitement de l'anxiété? Alors, j'évite vraiment, c'est exceptionnel là aussi que je propose un traitement anxiolytique dans le cadre d'un sevrage tabagique. Par contre, si la personne a déjà un traitement anxiolytique depuis longtemps, ce n'est pas très gênant d'augmenter momentanément la dose. De toute façon, les benzodiazépines, l'exomil donne une addiction, mais n'ont jamais donné de cancer du poumon ou d'infarctus du myocarde. Entendu. Alors, nous avons une question concernant les aides dites alternatives, donc la sophrologie, l'hypnose ou autres. La personne nous demande si elles sont remboursées par l'assurance maladie. Alors non, Donc, elles on ne peut sont lui pas dire. prises en charge. Ouais. Mais elles peuvent parfois être utiles. Donc, dans ce cadre-là, il est important de bien connaître la personne qui va pratiquer ces actes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être tout à fait complémentaire au type de prise en charge que je propose. Tout à fait. Alors, nous avons une question d'une personne qui nous indique être entourée, que ce soit au niveau familial ou au niveau du travail, que de fumeurs. Donc, il nous demande quels conseils vous pouvez lui donner justement pour essayer donc de diminuer sa consommation, voire d'arrêter malgré ce contexte où il est entouré constamment de fumeurs. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Donc, demander quand même à son entourage informer l'entourage que la personne va arrêter de fumer pour ne pas que les gens lui offrent maladroitement des cigarettes et si possible que les personnes en question se tiennent un peu à l'écart, aillent fumer dehors et au moment des pauses, je lui demanderai de continuer à prendre des pauses, mais pas avec les fumeurs. Alors après, c'est effectivement un peu compliqué. Dans le cadre familial, une personne qui arrête de fumer, si son conjoint ne désire pas arrêter, on ne peut pas obliger le conjoint à arrêter. Par contre, on peut lui demander de ne pas laisser traîner les paquets de cigarettes, les cendriers et d'aller fumer dehors. Tout à fait, toutes les questions effectivement de communication et de vivre ensemble pour essayer que ça se passe au mieux. Oui, mais ce sera plus Alors, nous facile. avons une... Oui. Non, non, allez-y. Alors, nous avons une question. Pourquoi prend-on du poids quand on arrête de fumer? Alors, il y a deux points. Il y a d'une part que la nicotine, tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas un calmant, c'est plutôt un psychostimulant, hein, c'est plutôt un accélérateur. Donc, ça accélère au niveau psychique, mais également au niveau physique. La nicotine fait que votre organisme brûle un peu plus de calories. Le deuxième point, c'est un point comportemental, c'est que souvent, les personnes, en arrêtant de fumer, ont des poussées émotionnelles. Ben, à ce moment-là, plutôt que fumer, elles vont grignoter et souvent du sucré. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas de substitution nicotinique. Avant, on voyait des personnes qui prenaient 12, 15, 20 kilos en arrêtant de fumer. Maintenant, si on utilise bien les patchs, les comprimés, ça ne se voit plus, quoi. C'est vraiment totalement exceptionnel. La prise de poids peut être de 3, 4 kilos suivant le poids de départ en 3 mois. Donc souvent, dans ces 3 mois, on s'occupe bien du tabac et pas trop de l'alimentation. Et une fois qu'il y a 3 mois de sevrage, que ça devient bien solide, à ce moment-là, la personne peut tout à fait essayer de reperdre les 3 kilos qu'elle a pris pendant le sevrage. Mais il y a des personnes qui arrêtent de fumer sans en ne prenant strictement aucun poids. Et c'est bien effectivement de le souligner. Alors, nous avons une personne qui nous demande quels sont les lieux justement vers qui elle peut se tourner sur Albi pour être accompagnée. Quels sont les lieux privilégiés? Donc là, ça va reboucler un petit peu au niveau des outils que nous avons, dont nous avons parlé lors du webinaire.
Donc, à Albion, vous avez le centre d'examen de santé, de la CPM, la consultation hospitalière à l'hôpital général. L'association France Addiction a également une antenne à Albi. Et puis votre médecin, votre pharmacien. Tout à fait. Ça reboucle un petit peu avec les outils dont que l'on a cités tout à l'heure. Effectivement, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Pour le moment, je vois qu'il n'y en a pas d'autres en ligne. Alors, nous venons d'en avoir une autre. Alors, je fume 4 ou 5 cigarettes par jour, exceptionnellement une dizaine. J'éprouve un réel plaisir sans ressentir d'effets néfastes. Parfois, je ne fume pas certains jours. Je pratique un peu de sport et je suis en bonne forme physique. Point d'interrogation, donc c'est une question. Je n'arrive pas à trouver de vraie motivation. Qu'en pensez-vous? Alors, là également, c'est une personne qui, a priori, n'a pas de dépendance physique, puisqu'elle est capable, elle a dit d'arrêter 1 ou plusieurs jours, je crois. Oui. Donc, a priori, pas de dépendance physique. Bon, il est évident que la consommation qu'elle a quand même une conséquence sur sa santé, certainement faible, compliqué. Voilà, savoir qu'il y a peu de risques. Alors après, je ne sais pas quel âge a cette personne et depuis combien de temps elle Alors, fume. voilà, c'est ce qu'il nous précise. Il fume depuis 20 ans et il a une quarantaine d'années. Donc, moi, je lui conseillerais d'essayer d'avoir plusieurs jours à la suite sans tabac, sans pour autant prendre la décision d'arrêter totalement, mais de garder le tabac s'il peut pour les soirées festives et essayer de ne pas l'utiliser le reste du temps. Alors, nous avons une précision. Effectivement, il y a également la Ligue contre le cancer qui organise des ateliers d'aide à l'arrêt du tabac. Donc, je vais vous citer le numéro de téléphone, donc le 05 63 38 19 18. Donc là, il s'agit de la Ligue contre le cancer qui organise des ateliers d'aide à l'arrêt du tabac également. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 05 63 38 19 18. Donc, nous l'avions cité effectivement dans les partenaires pouvant vous accompagner. Vous avez effectivement cette ligne également qui peut vous aider. Alors, donc, nous avons une question d'Anne qui nous indique quels sont les impacts de la vapoteuse. Quels conseils pour des fumeurs sans dépendance physique, donc la fameuse cigarette occasionnelle dont nous venons de parler, quelques cigarettes apéro, donc ça c'est plus ce que vous disiez au niveau de la dépendance comportementale, mais pas de cigarettes tous les jours. Donc ça reboucle un petit peu sur ce qu'on vient d'indiquer. Effectivement, ce sont des... Voilà, il n'y a pas de dépendance, ce sont des cigarettes plaisir. Que pouvons-nous indiquer à ces personnes-là? D'abord, il n'est peut-être pas obligatoire de faire quelque chose. Et si la personne est bien avec sa consommation occasionnelle, c'est peut-être pas non plus hyper important qu'elle arrête totalement cette consommation, surtout si elle dure depuis plusieurs années et si elle maîtrise cette consommation. Donc, statistiquement, les personnes qui consomment le tabac comme ça sont extrêmement minoritaires. Donc, elle n'est pas obligée de la modifier. Si elle souhaite réellement la modifier, elle peut tout à fait utiliser, par exemple, la vapoteuse en milieu festif. Donc, on me demandait, je crois, le recul que l'on avait par rapport à la cigarette électronique. Donc, elle existe depuis une quinzaine d'années. Si on l'utilise dans le cadre d'un sevrage tabagique, c'est-à-dire sur quelques mois ou un peu plus longtemps, 1 ou 2 ans, on sait qu'il n'y a strictement aucune toxicité. Par contre, faire bien attention de n'acheter les produits que dans des boutiques spécialisées. Il y a 2 ans, aux États-Unis, il y avait eu plusieurs dizaines de morts à cause de l'utilisation de cigarettes électroniques, mais parce que les personnes en question avaient acheté des produits sur Internet qui étaient tout sauf des produits pour cigarettes électroniques qui avaient été extrêmement dangereux. Merci. Alors, juste une dernière précision d'une participante qui nous indique avoir vraiment besoin d'un suivi très régulier avec une personne, d'être accompagnée vraiment pas à pas dans ce sevrage. Donc, peut-être dans un premier temps, l'orienter vers son médecin généraliste, puisqu'il y a Tout à fait, déjà oui. un suivi médical, des traitements médicaux qui sont déjà en place. Donc, peut-être dans un premier temps, se rapprocher du médecin généraliste, qui fera le point sur les traitements médicaux et qui l'orientera effectivement vers une solution la plus adaptée à sa situation. Oui. Très bien. Bien, je vois que nous n'avons plus de questions. Donc, eh bien voilà, il est temps pour nous du coup de se quitter. Donc, nous espérons que ce webinaire vous aura apporté des outils et toute la motivation nécessaire pour arrêter de fumer. N'oubliez pas qu'il existe de nombreux professionnels de santé qui peuvent vous aider dans cette démarche.
Donc, dès lundi, vous pourrez visionner, revisionner le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. N'hésitez pas à relayer l'information autour de vous. Donc, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un petit questionnaire donc vous permettant de nous faire part de vos remarques. Donc, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour le compléter. Donc, nous vous proposerons régulièrement des webinaires sur différents thèmes de promotion de la santé. D'ailleurs, en février, il concernera les femmes enceintes et donc pour aider les futures ou les jeunes mamans dans leur démarche. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. Merci et bon courage pour vos sevrages.